Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous visiterons aujourd'hui le folklore du Morbihan, un endroit assez riche en histoire, et c'est un plaisir pour moi de vous en conter quelques-unes. Donc, installez-vous confortablement au coin du feu, et commençons de ce pas. Même si je vous invite à parcourir la France et son folklore, ne perdons pas de vue que les îles tout autour ont aussi une histoire à nous conter. Donc aujourd'hui, nous mettrons à l'honneur l'île d'Iséna, telle qu'elle était appelée à l'époque, et l'île d'Ars. Je vous l'annonce, on se rapprochera d'une histoire à la Roméo et Juliette. Il faut savoir que selon la légende, les deux îles n'en formaient qu'une. Enfin, elles étaient rattachées par un petit bout de terre, disons plutôt. Mais les habitants n'étaient pas franchement en bon terme d'une île à l'autre. En effet, sur l'île d'Ars, ils étaient principalement tournés vers la pêche et vivaient paisiblement, tandis que sur l'île d'Iséna, il s'agissait surtout des seigneurs des mers. Autant vous dire que l'ambiance n'était pas vraiment au beau fixe dans de telles conditions. Pourtant, malgré le froid local, deux amants parvinrent à se trouver dans le tumulte et un amour sincère naquit. L'homme venait d'Iséna et la femme d'Ars. Ils se retrouvaient sur la chaussée qui reliait les deux îles, non loin d'un monastère, dans le plus grand secret. Malheureusement, tout secret a une fin dès lors qu'il est découvert, et ce fut par la famille du jeune homme. Ça prit alors une tournure dramatique comme on pouvait s'y attendre. Face au refus d'obéir, de ne plus revoir sa belle, les parents décidèrent d'enfermer le jeune homme au monastère pour l'y faire moine. Mais c'était sans compter sur la détermination de sa belle, qui dès lors, chaque jour, presque avant le coq lui-même, elle se rendait sur la chaussée et chantait sous les murs du monastère afin de donner à son amant la force et le courage de supporter cette épreuve. Les deux espéraient un retour à la raison qui ne viendrait jamais. Les moines eux-mêmes mirent alors fin à la situation en appelant les Korrigans, ou les Korrigan. Ça dépend comment on dit, excusez-moi. Créatures dont on aura l'occasion de parler dans une future vidéo. Un jour, la chaussée fut inondée par les créatures, et la jeune femme périt, n'ayant pas eu le temps de rejoindre le bord. Le jeune homme, apprenant la nouvelle, se laissa alors mourir de faim, et rejoignit sa douce sous un ciel plus clément, et les deux îles furent séparées à tout jamais. Personne n'avait rien gagné dans cette histoire en restant borné de la sorte. Ainsi s'achève cette première histoire. J'aurais apprécié vous parler un peu plus des Korrigan, je suppose que c'est comme ça qu'on le dit, n'hésitez pas à me le dire, qui sont des créatures assez fascinantes. Malheureusement, elles sont plus ancrées dans un autre département, et donc ce sera pour une prochaine fois. Mais je vous rassure, les autres histoires à venir ne sont pas en reste face à cette absence. Je vous l'annonce déjà tout net, nous allons parler de fantômes, d'une dame blanche plus clairement. Vous savez donc aussi bien que moi, les histoires de ce type sont rarement des fins heureuses. Enfin, sauf si on s'appelle Casper et qu'on est un gentil petit fantôme. Pour l'occasion, nous allons changer un peu de décor. Ah, voilà, c'est mieux. Notre histoire commence vers 1750, pendant qu'un braconnier tentait d'attraper un lièvre pour pouvoir nourrir sa femme et lui. Sa chasse l'avait amené jusqu'à tard dans la nuit, dans le parc du château de Tressesson. La peur le prit lorsqu'il entendit une calèche arriver droit sur lui dans un vacarme peu commun. L'homme eut alors la bonne idée de grimper dans les branches d'un arbre et pria de ne point se faire voir, car le braconnage était alors sévèrement puni. Les hommes qui descendirent de la calèche étaient surtout occupés le nez vers le bas, creusant une fosse aussi vite que possible, sous le regard attentif du chasseur qui s'était improvisé chimpanzé dans l'urgence. Mais ce qu'il allait voir faillit manquer incontestablement de le faire tomber. Ils sortirent une femme vivante du coffre, en tenue de mariée, et malgré ses plaintes, elle fut mise en terre sans aucune concession, sous son regard horrifié. Une fois seul, l'homme était tellement sous le choc qu'il ne parvint même pas à aider la pauvre femme. Il courut chez lui de peur qu'on l'enterre aussi. Certains diront que l'homme était un lâche, et je pense qu'ils auront raison, car sa femme elle-même le dit. Mais pourtant, même elle, craignant des représailles mortelles, prit également la fuite avec son époux. Ils coururent chez le seigneur local qui lança tout de suite ses gens pour aller sauver la femme. Par chance, elle était encore en vie lorsqu'elle revint à la lumière du jour. Par chance. Non, peut-être pas. Les yeux pleins de rage, elle ne put que prendre un peu d'air avant de s'endormir pour toujours. Depuis, on peut voir son fantôme errer dans le parc du château certains soirs. On apprit qu'elle se nommait Tryphine et qu'elle chercherait à jamais ses frères qui lui avaient infligé cela pour son refus d'accepter un mariage arrangé. Il ne fait donc pas bon d'errer ou de flâner dans ce parc en sa présence, car je peux vous le dire sans souci, elle n'est pas un gentil petit fantôme. Ah enfin une histoire avec un menhir, je l'attendais celle-là. Vous savez, ces pierres qui trônent un peu partout et dont on ignore parfois totalement qui les a placées là, et même comment. Eh bien ils ont très souvent des histoires particulièrement intéressantes,
et j'ai déjà pu m'y intéresser par le passé, mais malheureusement sans avoir assez de matière pour en faire une partie entière. Cette histoire n'est pas sans rappeler un peu l'histoire du pont du diable en Vendée, mais avec quelques différences tout de même. Nous parlerons d'un mur, et le coq se verra enfin recevoir sa douche froide. Il y a plusieurs siècles, un meunier riche et avare voulut faire protéger sa propriété par un haut mur. Chose peu évidente avec si peu de bras, car cela lui demanderait beaucoup de temps dans une région où l'apport en fourniture n'était pas évidente, car les collines elles-mêmes devenaient insurmontables. C'était bien son côté avare qui parlait, ne souhaitant pas débourser un trop-plein d'argent pour sa construction, faire venir des fournitures par exemple. C'est dans cette impasse que le diable intervint, comme à son habitude, et proposa, en échange de la fille de l'homme, de lui bâtir un mur infranchissable. Une seule condition fut posée, qu'il termine avant le chant du coq. Avec un sourire, il accepta en arguant que ce serait même trop facile. Comme quoi la dernière fois ça lui a pas servi de leçon. Le pacte fut conclu entre eux, mais le diable joua de sa situation et prit tout le temps qui lui était donné. Le mur aurait pu largement être fini, mais il attendit jusqu'aux premières lueurs du jour pour se saisir de la dernière pierre, afin de la déposer lui-même et narguer l'homme jusqu'au bout. Mais c'était sans compter sur la femme du meunier. Ne tenant pas à voir sa fille vendue au pire monstre qui soit, elle se saisit du coq encore endormi et le plongea dans un abreuvoir d'eau bien froide. Face à un tel choc, l'animal ne put que chanter, et le diable resta dans un premier temps incrédule. Cependant, la colère prit vite le pas, et de rage, il frappa le sol avec son rocher, l'enfonçant en profondeur et y laissant la marque de ses bras. Ainsi naquit le menhir de Bormouilly, que l'on nomme plus communément la pierre du diable. Le mur s'écroula alors sous le choc, et c'est ainsi que se termine cette histoire. Puisque nous en sommes à parler de menhir, il y a une autre histoire. Enfin non, pas vraiment une histoire. Plutôt différentes versions quant à la création de ce champ que nous pouvons qualifier d'impressionnant. Car nous parlons là de pas moins de 3000 monolithes dressés vers le ciel. Une curiosité qui peut facilement nous laisser songeurs. Même si plusieurs théories réalistes sont avancées, ce ne sont pas celles-ci qui nous intéressent, mais bien les histoires un peu plus fantastiques. L'une d'elles nous conte que nous devons ce champ à Saint Cornélie, connu comme étant également le saint qui protégeait le bétail. Ce dernier se retrouva poursuivi par une armée de soldats et tenta de fuir par la mer. Sauf qu'aucun bateau ne l'attendit à destination. Il revint alors faire front sans autres armes que sa foi, et fit un signe de croix en priant. Entendus par le divin, les 3000 soldats à sa poursuite se figèrent et devinrent pierre en quelques secondes, créant ainsi les 3 champs de Karnak, que l'on nomme Kerlescan, Kermario et le Ménec. L'un des menhirs que l'on nomme Crifol possède une histoire aussi, celle d'un jeune homme riche et un peu trop débridé, qui aurait subi également la punition divine, pétrifié, figé dans le temps, et dont l'âme se retrouve contrainte de tourner autour de la pierre à tout jamais. Mais revenons au champ. Certaines versions en attribuent la création à des géants dont les intentions nous paraissent encore obscures. D'autres les faits, voire les deux réunis. Je ne peux pas confirmer ce côté de la légende, mais bon, pourquoi pas après tout, ça me semble pas si déconnant. Et enfin, là encore je précise que je ne peux pas confirmer car cela ne vient pas d'un site officiel, mais les champs de Karnak serviraient aussi de prison pour un dragon, un sort lancé par un puissant mage afin de clouer l'habile créature au sol. Mort, il devint poussière et disparut sans laisser de traces. Et évidemment, des rumeurs de trésors auraient également été entendues, mais cela ne me surprend pas vraiment non plus. Tout comme la théorie d'un culte vénérant le soleil qui aurait placé les monolithes là de façon religieuse. Beaucoup d'histoires pour au final bien peu de réponses, celle de Saint Cornélie étant la plus connue et répandue. Karnak demeure un vrai mystère qui donnera peut-être encore d'autres théories extraordinaires. Quoi qu'il en soit, saviez-vous qu'un tel endroit existait en France ? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Une histoire de la légende arthurienne, rien que ça. Il est fortement probable que vous ayez déjà entendu parler du roi Arthur, l'un des personnages les plus légendaires qu'on ait connus. Mais connaissez-vous la fée Morgane ? Sûrement que oui. Eh bien, c'est à elle que l'on doit le fameux Val sans retour, dont la porte d'entrée se situe non loin de Treorentuck. À mes souhaits. Treorentuck, voilà, je crois que je l'ai bien dit. N'oublions pas qu'il s'agit dans la légende du fameux pays de Vannes, et donc fortement imprégné de la légende arthurienne. À l'origine, Morgane aura créé le Val sans retour pour se venger d'un ancien amant, qu'elle parvient à emprisonner après avoir appris la magie auprès de Merlin.
L'homme se nommait Guyamor, ou Juyamor, et sous les conseils de la reine Guenièvre, il quitta Morgane qu'il considéra comme, je cite, trop chaude et luxurieuse. L'homme fut donc le premier à se retrouver prisonnier dans le Val, et sa compagne du moment, maudite à ressentir le froid glacial et chaleur infernale en même temps sur chaque moitié du corps. Il n'y avait qu'une seule solution pour briser le sortilège, qu'un chevalier à la fidélité indéfectible triomphe des épreuves dans le Val sans retour. Les chevaliers se succédèrent, et nous pourrons nommer par exemple Gauvin, Galescalin et Yvain pour les plus connus. Puis arriva le plus courageux d'entre eux, nul autre que Lancelot du Lac, qui à l'origine venait simplement sauver le mari d'une pauvre femme esseulée. Il s'aventura dans le Val, suivit le chemin du diable, terrassa un dragon, traversa une rivière après un combat contre 2 chevaliers et parvint jusqu'à Morgane. Et c'est qu'il chôme pas notre chevalier errant à mi-temps. Mais pardonnez-moi, je m'égare. La fée lui tend alors plusieurs pièges et parvint à lui passer un anneau au doigt dans le but de l'endormir. Sans compter sur la force du chevalier et surtout son amour absolu envers Guenièvre qui aura raison des enchantements. Il lèvera donc la malédiction du Val en libérant pas moins de 250 chevaliers enfermés dedans, un acte héroïque à ajouter à sa longue liste de hauts faits. Cela dit, la forêt de Pimpon serait selon certaines théories la fameuse forêt de Brocéliande, ce qui explique la présence du Val sans retour dans le Morbihan. C'est la première fois que je peux traiter d'une histoire arthurienne dans mes vidéos, et autant dire que c'est limite un honneur pour moi. J'espère qu'il y en aura d'autres, à n'en point douter, car une bonne part de la France aura fait partie du royaume de l'ogre après tout. Quoi qu'il en soit, voilà qui clôture cette vidéo. Le Morbihan s'est révélé vraiment surprenant, et j'étais moi-même loin de me douter d'y trouver de telles histoires. C'est donc réellement un plaisir pour moi de découvrir ce département, et je peux vous garantir que nous n'avons fait qu'effleurer la surface en réalité. Mais en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie déjà pour le visionnage. La semaine prochaine, nous retournerons dans le sud de la France, et ça fera déjà le 10e département. Eh bien, rendez-vous donc le week-end prochain, et comme d'habitude d'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.